Didier Lombard, bonjour. Bonjour. Alors Didier, bon, je crois que vous n'avez jamais autant travaillé. Bon, alors, C'est parce que je ne fais plus rien. oui, c'est pour ça. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. Bon, Didier, la réindustrialisation, c'est votre sujet de prédilection. On est arrivé à un stade où il faut peut-être réenclencher la planification, non? Comme ont fait les Chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut repartir, je dirais, du centre, définir les secteurs prioritaires, ceux où il y a un marché accessible et ceux où il y a une compétence accessible. Et à partir de là, une fois qu'on a défini une petite dizaine de secteurs, il faut mettre en place une politique bien précise, décidée de façon centrale, parce que malheureusement on est encore dans un pays très centralisé. Mais chaque région va choisir là-dedans les technologies sur lesquelles il est champion et va se développer. Il faut décentraliser aux régions le pouvoir économique, d'après vous? Chaque région est capable de développer son propre secteur d'activité. Et donc, c'est ceux qui sont le plus proches du terrain et qui sont certainement les plus compétents pour le faire. Donc, aujourd'hui, on a les inconvénients de la centralisation sans en avoir les avantages. On prend des décisions idiotes de façon centralisée et par contre, les décisions rationnelles ne sont pas prises. Donc, en particulier, cette décision de planification centralisée, je ne la vois pas venir. Alors que le journal officiel chinois a pondu un texte il y a maintenant une quinzaine d'années qui décrivait dans le détail ce qu'ils ont fait depuis. Et on écarquille les yeux sur la puissance de certains secteurs de l'économie chinoise, mais en fait, ils l'avaient annoncé à l'avance. Ils ont fait ce qu'ils ont dit, et ils ont dit ce qu'ils ont fait. Mais on est capable de faire ça, il n'y a pas de raison. Il y a des secteurs à privilégier plutôt que d'autres? Chez nous, on voit bien qu'on a toutes les parties télécom, électronique d'un côté, on a toutes les parties agroalimentaires, on a la partie industrie du médicament, santé, voilà. Je ne vais pas faire la liste parce que sinon j'aurais fait la moitié du boulot. Mais aéronautique. Bon, l'aéronautique, on y est déjà. Mais tout ça a besoin d'être précisé et qu'on a besoin de dire quels sont les 7 ou 10 secteurs prioritaires sur lesquels notre pays s'engage. Un plan détaillé. Alors vous êtes très critique sur l'évolution vers l'automobile verte. Vous dites que le thermique, on a sacrifié notre secteur automobile thermique. On avait des grands constructeurs dans le diesel et finalement on s'est mis dans l'électrique d'une manière peut-être trop rapide. C'est-à-dire que premièrement, on avait un secteur automobile qui était un des premiers d'Europe avec les Allemands. On avait un secteur diesel qui était probablement le premier, probablement en Europe aussi, avec des industriels performants. Pour des raisons qui ne sont pas extrêmement claires et très explicitées, on les a quasiment arrêtés. Et on n'est pas sur le point de reconstruire des secteurs équivalents avec la voiture électrique. Donc on a sacrifié un segment économique pour des raisons qui ne sont pas explicitées. C'est-à-dire ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand on compare les deux, au point de vue émissions de CO2, émissions de microparticules, etc., comment ça se compare, fait par des experts neutres, extérieurs. Voilà. On sait qu'il y a eu un mauvais raisonnement où les bases sont pas claires, les gouvernants n'ont pas été forcément bien informés, ils ont été manipulés. Comment vous expliquez ça? C'est le poids des lobbies verts qui ont poussé. Il y a eu des pressions très fortes des lobbies verts sur des choses apparentes qui sont par exemple des émissions de fumée par les véhicules diesel des générations très anciennes, et à partir de là on a fermé les diesels, y compris les récentes qui ne font pas de fumée. Donc à ce moment-là on a commencé à dire c'est les particules des freins, mais les voitures électriques ça émet également des particules sur les freins, et ainsi de suite. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens un peu sérieux qui s'occupent de la question, ce qui n'est pas le cas. D'accord, un peu de manipulation, un petit peu comme sur le nucléaire, on a fermé Fessenheim, on a limité le nucléaire, et aujourd'hui on est en train de revenir dessus. Didier Lombard, qui est patron d'Orange, vous avez bien redressé Orange d'ailleurs.
d'excellents résultats. On a été victime un petit peu d'une campagne de dénigrement. On sait pourquoi, pour des raisons en partie syndicales. On va pas revenir dessus. Didier, vous en tant que vous connaissez bien ce secteur de télécom, l'informatique aussi. Quand vous voyez Atos, on parle beaucoup d'Atos en ce moment. Il faut absolument sécuriser et éviter le démantèlement du groupe Atos. Comment vous voyez les choses, vous, de votre... On ne va pas réparer Atos en le découpant en rondelles, hein, c'est clair. Il faut lui trouver des partenaires pour le renforcer sur un certain nombre de choses. Alors, à chaud comme ça, l'expertise n'est pas facile à faire, mais non. Si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas découper. Dès qu'on commence à découper, on affaiblit. Ouais. Donc c'est le théorème général qui s'applique à toutes les entreprises, y compris celle-là, et celle-là est peut-être encore plus sensible que les autres. Message est clair, vous rejoignez un petit peu ce que dit notre ami Axel Ruckert quand on parle dans le dernier Entreprendre sur son plan de non-démantèlement. Didier Lombard, peut-être un dernier mot sur le secteur de la santé. Vous m'avez dit c'est un secteur stratégique où on pourrait avoir une politique plus volontariste en servant par exemple de la sécurité sociale, qui est quand même un énorme client. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est simple. Sur les industriels de la santé, c'est un secteur dans lequel nous sommes le principal client. L'État, à travers la sécurité sociale, est le principal client. Donc, il a le moyen d'orienter un certain nombre de choix sur les sites de R&D, les produits, la politique générale de chaque entreprise qui est fournisseur. Et donc c'est ce débat qu'il faut arriver à organiser. Et on ne s'en sert pas aujourd'hui? Je ne le perçois pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans la vision quotidienne des décisions qui sont prises sur le prix des médicaments, je ne le vois pas arriver. Donc ça ne doit pas être fait. J'en sais rien. Ça pourrait être un outil c'est un outil très puissant, c'est la relation normale entre un client et un fournisseur. Ouais. Le client oriente le fournisseur, c'est tout. On est le principal client, donc je vois pourquoi on ne jouerait pas avec le fournisseur. En fait, c'est assez frappant quand on vous écoute, c'est l'absence de volontarisme industriel. On parle beaucoup de réindustrialisation, mais en fait, on a des outils qu'on n'utilise pas. Faut s'organiser un peu, c'est-à-dire faut être un peu directif, en ayant en tête qu'on veut créer un outil industriel pérenne pour notre pays et qu'on le fait à partir des compétences et des marchés auxquels on a accès. Quand on est les seuls tenanciers, les seuls clients d'un marché, c'est un peu comme dans le secteur de la défense, c'est nous qui définissons la politique industrielle de ce secteur. Pour les autres, ça se négocie à chaque fois. Oui, on voit d'ailleurs le secteur de la défense, c'est un secteur qui se redresse, même si on a pris du retard. Alors, je rappelle que vous avez travaillé beaucoup avec Edith Cresson. Vous étiez son principal... Je n'étais que directeur de l'industrie. Mais... Vous n'étiez que directeur de l'industrie, vous avez tout dit. Donc un homme très important auprès d'Edith Cresson pour la réindustrialisation qui a été aussi, elle, pas mal dénigrée alors qu'elle a essayé... Mais elle avait une volonté. Hein. Elle a essayé de faire des choses. En fait Didier, vous prenez un volontarisme industriel. C'est votre résumé, oui, c'est bien. C'est ça. Il faut le vouloir. On ne peut pas uniquement le dire, il faut le faire. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais ce n'est pas insurmontable parce qu'on a les compétences, on a les hommes, donc il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Commissariat au plan, il en faut un vrai dans les temps antiques, c'était l'endroit où on négociait avec les organisations syndicales sur la suite du film. Et c'était très efficace, parce que ça évitait de faire du théâtre autour des réorganisations. Elles étaient prévues d'avance et discutées et négociées. Oui. C'est la seule façon de faire. Parce que si vous débarquez un jour en disant « Tiens, je vais développer tel secteur, ça va se passer comme ci, comme ça », c'est évident que les salariés de l'autre côté, à qui vous ne l'avez pas expliqué, ils ne sont pas toujours contents. Donc il vaut mieux faire ça à l'avance. Et un commissariat au plan correct peut permettre de le faire. Donc il faut le mettre en place. Bon, ouais. Didier, on peut être confiant quand même sur l'avenir ou... Je pense que notre pays est caractéristique du fait qu'il y a des rebonds étonnants, mais je pense que ça va arriver. Ouais, là on est proche du rebond. On tombe tellement bas là. J'ai pas dit ça, mais
c'est pas loin de ce que je pense. Le Voilà. déficit du commerce extérieur parle pour nous quand même. Ouais, non, mais il va bien falloir qu'on se redresse, quoi. Donc, celui qui va apporter le redressement, c'est celui qui va s'organiser. Bon, en tout cas, Didier, merci. On sait que vous œuvrez beaucoup pour des startups, pour des entrepreneurs. Vous donnez un petit coup de pouce quand vous pouvez. Et c'est vrai que vous n'allez pas le dire, vous êtes trop modeste pour ça, mais vous connaissez quand même les plus grands entrepreneurs de la planète, à commencer par Elon Musk ou Bill Gates. Et il n'y en a pas beaucoup en France qui peuvent dire la même chose que vous. Bon, Didier, merci pour votre modestie et votre ambition en même temps. Hein, Ouais, faut continuer. on va vous suivre de près. À très bientôt. Vous avez toujours votre livre, votre dernier livre sur l'industrie, hein, qui est toujours... Oui, oui, il existe toujours. Mais bon, Rappelez-nous le titre. je me souviens pas. Ah, moi non plus. Mais je sais quel mot. Oui, il est tellement modeste qu'il oublie Voilà. le titre de son livre. Bon, en tout cas, il est chez Odile Jacob pour ceux qui C'est ça. s'intéressent. Merci Oui. Didier. Puis on souhaite qu'Orange redevienne un acteur majeur. Ils ont racheté en Espagne. Là. C'est une, Oui. bonne chose. C'est une bonne chose, ça. Ah bah oui, parce qu'il faut augmenter l'activité en Espagne ne peut être rentable que si elle a augmenté son périmètre. Donc je pense que ce qu'ils ont fait, bien. Oui, parce que l'Europe maintenant autorise des fusions entre opérateurs européens qu'elle n'autorisait pas de votre temps, si je peux me permettre. Donc ça, c'est peut-être une amorce, une consolidation qui va se renforcer. Oui, le tout, c'est de ne pas être celui qui se fait bouffer dans l'affaire. C'est mon principal... les choses que je regarde. Oui, il vaut mieux soi-même dévorer que d'être dévoré. Voilà. Bon, bah Dans écoutez, l'histoire de l'ogre, il vaut mieux être l'ogre. l'avertissement est donné à transmettre aux plus hautes autorités. Merci Didier pour votre humour. À très bientôt. Au revoir. Et vive la réindustrialisation, on en a besoin.